Je vais te raconter l'une des plus célèbres histoires de la mythologie grecque. C'est une vieille histoire. Elle a été écrite par Homère il y a 2800 ans. Ulysse en est le héros. Ce n'est pas un dieu, ni même un demi-dieu, mais un homme, comme toi et moi, à qui il arriva des aventures extraordinaires. Tu es prêt? Alors on y va. Chapitre 1er. La guerre de Troie. Il était une fois un jeune roi nommé Ulysse, qui régnait sur l'île d'Ithaque, au large de la Grèce. Il vivait heureux auprès de sa belle épouse, Pénélope, qui venait de lui donner un enfant prénommé Télémaque. Mais ce doux bonheur est un jour troublé par une guerre opposant les Grecs, qui sont les amis d'Ulysse, aux Troyens. La raison de cette guerre? Le prince de la ville de Troie a enlevé la belle Hélène qui était mariée à un roi grec. Pourquoi faut-il engager une guerre contre Troie, nous raconte Homère, sinon pour Hélène, aux cheveux magnifiques? Ulysse quitte Pénélope et son jeune fils pour s'en aller combattre avec courage, force et ruse auprès de ses alliés grecs. Il sera couvert de gloire pour avoir imaginé le fameux cheval de Troie. Connais-tu cette histoire? Les Troyens, voulant se protéger, ont fermé toutes les portes de leur ville. Il est impossible pour les Grecs d'y pénétrer. Ulysse imagine alors un immense cheval, une prodigieuse statue, dans laquelle quelques Grecs se cachent. On place ensuite le cheval devant les portes de Troie, et les Troyens, pensant qu'il s'agit d'un cadeau des dieux, l'installent au centre de leur ville. La nuit venue, quand tout est calme, les guerriers grecs sortent du cheval, ouvrent les portes de Troie et font entrer toute leur armée. Les Troyens sont pris par surprise dans un combat sanglant dont les Grecs sortent vainqueurs. Chapitre 2. Voyage en eau trouble. La guerre de Troie a duré 10 ans. Après la victoire, Ulysse est heureux de pouvoir s'en retourner avec toute sa flotte et ses guerriers à Ithaque, auprès des siens. « J'habite dans la claire Ithaque, dit-il, et moi, je ne connais rien de plus beau que cette terre. Il n'est rien pour l'homme de plus doux que sa patrie ou ses parents. » Il ne le sait pas encore, mais c'est un voyage extraordinaire qui l'attend. Ulysse errera des années, voyant beaucoup de villes, découvrant beaucoup d'usages, souffrant beaucoup d'angoisse dans son âme sur la mer pour défendre sa vie et le retour de ses marins. À peine ont-ils pris la mer qu'une gigantesque tempête les projette dans un monde de nulle part, une géographie imaginaire, un ailleurs, aux portes du monde connu. Les vents funestes qui poussent les bateaux d'Ulysse sont envoyés par les dieux, sans doute indignés de la violence de la guerre de Troie. Une île apparaît enfin. Ulysse y découvre les lotophages, ceux qui mangent des plantes. Ils offrent aux compagnons d'Ulysse un fruit doux comme le miel, qui leur fait oublier l'envie du retour. Ceux qui y ont goûté ne veulent plus rentrer à Ithaque. Ulysse force ses marins à quitter cette île. Il les traîne sur leur bateau et reprend la mer avec tristesse. Il a compris que le voyage du retour serait long et difficile. Chapitre 3. L'île des Cyclopes. Les vents mènent les bateaux d'Ulysse sur la terre des Cyclopes, de fameux géants qui n'ont qu'un seul œil
et sont dotés d'une force prodigieuse. Poussé par la curiosité, Ulysse s'aventure avec 12 marins jusqu'à la grotte du plus sauvage d'entre eux, Polyphème. Au bout de quelque temps, le Cyclope rentre de la montagne où il était allé faire paître ses brebis. Pour empêcher ces bêtes de sortir de sa caverne, il ferme l'entrée avec un lourd rocher. C'est alors que ce géant, mangeur d'hommes et de chair crue, découvre la présence d'Ulysse et de ses compagnons. Quelques-uns lui servent aussitôt de repas. Lorsqu'il est rassasié, Polyphème demande son nom à Ulysse, qui répond, saisi d'effroi, « Je m'appelle personne ». Mais notre héros, Ulysse aux 1000 ruses, reprend vite courage. Cherchant à affaiblir Polyphème, il lui propose de boire du vin. Le Cyclope, qui ne connaît pas cette boisson, s'enivre et s'endort. C'est le moment d'agir. Ulysse s'approche et lui crève son unique œil. Rugissant de douleur, Polyphème appelle au secours ses amis les Cyclopes. Il crie du fond de sa grotte que personne l'a cruellement blessé. Cela n'a aucun sens. Aussi, les Cyclopes s'éloignent sans lui venir en aide. Aveuglé, le monstre dégage l'entrée de sa grotte et promène ses grandes mains en tous sens, espérant saisir les hommes lorsqu'ils chercheront à sortir. C'est compter sans la nouvelle ruse d'Ulysse, qui ordonne à chacun de se cacher sous le ventre d'une brebis pour s'échapper sans être attrapé. Enfin libre, Ulysse court à son bateau. Le cœur fier, il lance à Polyphème. « Cyclope, si on te demande qui t'a rendu aveugle, dis que c'est Ulysse. » Polyphème connaît enfin le nom de celui qui l'a blessé. Il raconte en pleurant sa mésaventure à son père, qui n'est autre que Poséidon, le dieu des mers et des océans. Il implore ce puissant dieu de le venger en retardant le retour d'Ulysse à Ithaque. Chapitre 4 Contre vents et marées. Ulysse fait ensuite escale sur une île flottante où vit Éole. C'est le dieu des vents qui fait souffler à sa guise Borée et Notos, les vents du nord et du sud, et Euros et Zéphyr, les vents de l'est et de l'ouest. Après avoir demandé à Ulysse de lui raconter la guerre de Troie et ses aventures en mer, Éole décide de l'aider à rentrer chez lui. Ulysse raconte: « Quand je voulus partir et priai Éole de m'y aider, loin de me refuser, il organisa mon retour. Il me donna une outre où il avait bouclé les chemins des vents ululants. Éole offre à Ulysse une grande poche, dans laquelle il range tous les vents, sauf un, le Zéphyr, qui pousse les bateaux d'Ulysse en direction d'Ithaque. Après quelques jours d'une mer tranquille, Ulysse, épuisé, sombre dans un fatal sommeil. Ses compagnons, curieux et un peu jaloux, cherchent à savoir ce qu'il peut bien cacher dans ce grand sac cadeau d'un dieu. Des trésors, peut-être. Ils l'ouvrent. Et tous les vents, aussitôt libérés, se mettent à souffler en tous sens, les éloignant à nouveau d'Ithaque. Chapitre 5 L'île des Lestrygons. Repoussé loin d'Ithaque, Ulysse découvre une île
pleine de dangers, c'est celle des Lestrygons. Par prudence, il amarre son bateau à l'écart du reste de sa flottille. Ses compagnons, s'aventurant sur l'île en quête de vivres, rencontrent une jeune fille qui les mène au palais de son père, le roi des lieux. Arrivés au palais, ils y trouvèrent une femme plus haute que montagne, et cette vue les atterra. Vite, elle appela son époux qui leur préparait un triste sort. Sans attendre, il en broya un pour son repas. Les Lestrygons sont des mangeurs d'hommes. Il en arrive de toutes parts, par milliers. Ils se saisissent de lourds rochers et fracassent les navires avant de capturer les hommes d'Ulysse pour un affreux festin. Fort heureusement, Ulysse avait ancré son bateau loin de là. Quelques-uns de ces hommes rescapés le rejoignent. Ensemble, ils fuient vers le large. Et Ulysse raconte: Nous reprîmes la mer avec tristesse, heureux d'être vivants, mais pleurant nos compagnons morts. Chapitre 6. Circé, la magicienne. Rongé d'angoisse et de fatigue, Ulysse aborde une île peuplée de fauves et d'animaux sauvages. Quelques-uns de ses compagnons s'en vont explorer ce territoire. Des loups des montagnes et des lions s'approchent d'eux avec douceur. On croirait qu'ils cherchent à se faire caresser par les hommes. Bientôt, les compagnons d'Ulysse entendent une femme chanter à belle voix. La sublime Circé leur ouvre les portes scintillantes de sa demeure et les accueille de ses douceurs. Elle les régale de miel, de fromage et de vin mêlés de potions et de philtres magiques. Car Circé est une magicienne puissante. Sur un coup de baguette, les hommes sont changés en cochons. Ulysse, s'inquiétant de ne pas voir revenir ses marins, se lance à leur recherche. Hermès, le messager des dieux, lui apparaît et lui vient en aide. Il offre à Ulysse une herbe à manger qui le protégera des effets des potions de Circé. Parvenu chez la magicienne, Ulysse résiste ainsi sans peine à ses boissons et à ses charmes. Circé l'enchanteresse est impressionnée et elle lui dit: « Je m'étonne que tu aies bu sans être ensorcelé, car jamais un mortel n'a résisté à cette drogue. Tu dois avoir dans la poitrine un esprit invincible. » Ulysse parvient à émouvoir Circé. Il la convainc de rendre forme humaine à ses compagnons, puis de les laisser tous repartir vers leur chère patrie. Avant de les laisser prendre le large, Circé offre aux hommes un bon festin, au cours duquel elle avertit Ulysse des terribles dangers qui l'attendent encore. D'abord, lui dit-elle, tu croiseras les sirènes qui ensorcellent tous les hommes. Ces créatures, moitié femmes, moitié oiseaux, attirent les marins par des chants mélodieux avant de les dévorer. Ulysse leur résiste grâce au conseil de Circé. La magicienne avertit encore Ulysse qu'il croisera deux monstres affreux. Le premier, Scylla, est une terrible aboyeuse. Elle a 6 têtes, avec chacune 3 rangées de dents pour croquer les marins. Le second monstre, Charybde, terrible et sauvage, engloutit la mer et les bateaux. Les marins terrifiés gémissent et craignent la mort, mais Ulysse les protège et les encourage. Après ces épreuves, le bateau fait escale sur une île
où paissent les vaches du dieu du soleil. Profitant du sommeil d'Ulysse et ignorant la promesse qu'il lui avait faite de respecter ces vaches sacrées, les hommes tuent et mangent ces superbes bêtes. La colère du soleil est terrible. Il implore Zeus, le roi des dieux, de punir ceux qui l'ont outragé. Zeus suspendit un nuage noirâtre par-dessus le navire profond, et la mer en fut obscurcie. Zeus à la fois tonna et foudroya le bateau, qui tourna sur lui-même, frappé par l'éclair. Cette fois-ci, Ulysse ne peut rien pour sauver ses hommes. Tous passent par-dessus bord. Mortellement ballottés par les flots, ils sont privés du bonheur de rentrer chez eux. Ulysse, notre héros, à l'âme endurante, se laisse quant à lui porter par un radeau de fortune. À la 10e nuit d'une dérive solitaire, il atteint l'île d'Ogygie. Chapitre 7. Calypso. Calypso, divine nymphe aux cheveux bouclés, vit sur cette île océane, éloignée de tout. Dans sa grotte merveilleuse, fleurie et peuplée d'oiseaux, elle recueille Ulysse, l'aime et le garde auprès d'elle 7 années durant. Bien vite pourtant, Ulysse se lasse d'être choyé par Calypso. Il ne pense qu'à Pénélope et ne rêve que de son retour à Ithaque. Ulysse pleurait sur le rivage où il passait ses jours, le cœur brisé de larmes, de soupirs et de tristesse. Calypso tente de convaincre Ulysse de rester auprès d'elle. Elle lui promet l'immortalité dans son berceau de brume, ce monde invisible. Mais Ulysse n'a que faire d'une immortalité pareille, et il explique : « J'espère, je désire à tout moment me retrouver chez moi et vivre l'heure du retour. J'ai déjà tant souffert, j'ai déjà si longtemps peiné à la guerre et sur l'eau. » Athéna, dont l'œil étincelle, entend cette souffrance. La déesse guerrière protège Ulysse et prie Zeus d'intervenir. Ulysse, le plus intelligent et le plus généreux des hommes, doit rentrer chez lui. N'en déplaise à Poséidon qui, pour venger Polyphème, aurait bien voulu le retenir pour toujours loin de sa patrie. Hermès porte à Calypso ce message des dieux. Un homme est chez toi, et le plus malheureux de tous ceux qui se sont battus pour la cité de Troie. Il subit vents contraires et hautes vagues, tous ses fidèles compagnons furent perdus. Zeus t'ordonne de le renvoyer sans attendre, car son destin est de revoir les siens, de revenir en sa haute demeure et sur le sol de son pays. Bien forcé d'obéir à la volonté du puissant Zeus, Calypso permet enfin à Ulysse d'abattre des arbres et de construire une barque assez grande pour naviguer jusqu'à Ithaque. Plein de joie, Ulysse reprend la mer. Chapitre 8. Retour à Ithaque. Quelques aventures plus tard, Ulysse rejoint enfin sa patrie, le pays de ses pères. Mais sa peine n'est pas terminée. Athéna le prévient que depuis son départ 20 ans plus tôt, des hommes ont cherché à prendre sa place dans le cœur de Pénélope et sur le trône d'Ithaque.
Depuis la fin de la guerre de Troie, la sage et fidèle Pénélope lutte pour tenir éloignés les infâmes prétendants qui veulent l'épouser. Elle propose de choisir un nouveau mari après avoir achevé de tisser une toile immense. Mais chaque nuit, en secret, elle défait l'ouvrage qu'elle a tissé pendant le jour. Au bout d'un certain temps, sa ruse est découverte. Pénélope propose alors une sorte de concours. Elle épousera celui qui parviendra à tendre la corde de l'arc qu'Ulysse avait laissé avant son départ pour Troie. Elle sait qu'aucun homme n'aura la force d'y parvenir. C'est le moment pour Ulysse de se venger des prétendants qui ont importuné sa femme et profité de ses richesses en son absence. Sur le conseil d'Athéna, il se déguise en mendiant. Puis, sans être reconnu, il se présente au concours. Il tend rageusement son arc puissant et tue de ses flèches tous les prétendants. Pour être certaine de reconnaître Ulysse, qui est devenu un vieil homme, Pénélope l'interroge à propos d'un secret connu d'eux seuls. Leur lit ne pouvait être déplacé, car Ulysse l'avait creusé dans la branche d'un arbre autour duquel leur maison était construite. Et c'est dans ce lit que Pénélope prit plaisir à écouter l'errance et les épreuves de l'ingénieux Ulysse. Voilà ce qu'il lui dit pour finir. « Femme, nous sommes tous les deux rassasiés d'épreuves. Toi, tu attendais en pleurant mon retour, et moi, Zeus et les autres dieux me retenaient dans la souffrance, loin de la terre de mes rêves. » Ulysse pleura, tenant sa femme fidèle, joie de son âme. On raconte que ce jour-là, les dieux allongèrent la nuit au bout du monde et retinrent l'aube aux doigts roses jusqu'à ce qu'Ulysse fût comblé des plaisirs de l'amour et du sommeil. Et voilà, ainsi se termine l'histoire d'Ulysse, ce grand héros. J'espère qu'elle t'a plu. Est-ce que tu saurais dire quel passage de l'histoire tu as préféré et pour quelle raison? Si tu en as envie, Little.io peut te faire découvrir des œuvres d'art qui racontent cette histoire, chacune à leur façon. Je suis sûre que ça t'amuserait beaucoup. On essaye si tu veux.